Non, investir, ce n'est pas réservé aux riches et ce n'est pas non plus le casino. Aujourd'hui, dans ce guide ultra complet de comment commencer à investir en bourse en 2026, je vais te montrer à quel point c'est simple de démarrer et pourquoi c'est aussi important. Et si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Hugo, tu peux aussi m'appeler Hub. Et vu qu'on vient de passer les caps des 10 000 abonnés sur TikTok, je m'étais dit que j'allais lancer une chaîne YouTube afin de pouvoir exploiter des formats beaucoup plus longs mais également beaucoup plus complets. Cette vidéo sera donc un guide peut-être un petit peu long, mais j'ai essayé de le rendre le plus complet possible pour les débutants. Comme ça, si tu ne sais pas par où commencer et si tu as pas mal de questions, normalement, elle devrait te répondre. C'est pourquoi on verra dans un premier temps ce qu'il faut faire avant d'investir. Ensuite, on parlera des différentes enveloppes pour investir en bourse et laquelle te convient le mieux. On poursuivra par la différence entre les actions et les ETF et on s'y attardera notamment pour savoir lire l'intégralité d'un nom d'un ETF, mais également sur comment bien les sélectionner avec toutes les caractéristiques qui sont importantes. Et avant de vous donner des exemples concrets de portefeuille et de plans d'action pour commencer à investir par exemple 100 ou 200 euros par mois, on fera une liste d'erreurs à éviter ainsi que pas mal de petits rappels sur pourquoi il est important d'investir. Finalement, suite à la présentation d'un plan d'action et de la présentation de quelques exemples de portefeuille, on fera une démonstration en direct pour vous montrer à quel point c'est simple d'investir en bourse. Avec tout ça, je pense qu'on aura fait le tour complet de comment bien débuter en investissement boursier en 2026 et donc on est parti. Avant de commencer à investir ton argent et donc de potentiellement le bloquer pendant plusieurs années pour ne pas y toucher, il faut bien comprendre quelque chose par rapport à tes finances. Il faut que tu apprennes quelque chose de primordial et c'est tout simplement de budgétiser tes revenus. Budgétiser tes revenus et se créer une épargne de sécurité, c'est la première étape avant de commencer l'investissement. Au niveau de l'épargne de sécurité, je recommande généralement d'avoir entre 3 et 6 mois d'épargne de vie. Et là, tu vas me dire, mais comment je sais combien il faut que je mette? Il faut donc que tu fasses la liste complète de toutes les charges importantes. Ça va être ton loyer, tes assurances, tes charges fixes, également tes charges variables qui peuvent être donc les courses ou l'essence, etc. Il faut que tu fasses l'ensemble de tout ce que tu sors chaque mois, même tes petits abonnements, il ne faut pas les oublier. Une fois que tu auras fait ce listing complet, tu sauras donc combien te coûte ta vie chaque mois. Par exemple, si l'ensemble de tes charges, loyer, frais, prêts potentiels, etc. s'élève à 1 500 euros chaque mois, alors je te conseille d'avoir en épargne entre 4 500 et 9 000 euros. L'idéal, c'est de placer cette épargne sur un compte disponible à tout moment et sans aucune fiscalité. Le livret A fait très bien l'affaire. L'avantage à avoir tracé ce budget, c'est que tu sais aussi exactement combien tu peux te permettre de mettre d'argent de côté chaque mois. Parce que oui, il faut que tu apprennes d'abord à te payer toi avant d'aller te faire plaisir avec une séance shopping. On prend l'exemple de revenus à 2 000 euros par mois alors que tu as des charges à 1 500 euros, c'est qu'il te restera donc 500 euros. Bien évidemment, rien ne t'oblige à investir ces 500 euros chaque mois. Tu peux également garder une partie pour te faire plaisir. Mais du coup, si tu veux vivre simplement, tu as déjà ton épargne de sécurité et que tu veux vraiment placer ces 500 euros chaque mois, où est-ce que tu peux les mettre? Aujourd'hui, on va donc parler des 4 enveloppes principales d'investissement boursier qui sont le PEA, le CTO, l'assurance vie ainsi que le PER. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo simplement sur ce point et sur les comparatifs de chacune de ces enveloppes, mais pour aller assez rapidement, déjà pour ce qui est du PER, ça ne va pas être intéressant pour tout le monde et généralement c'est avec un TMI supérieur à 30% qu'on parle d'une certaine utilité. Ça nous permet de faire de la déduction fiscale qu'on va retrouver du coup au moment du retrait de l'argent, généralement la retraite. Pour ce qui est de l'assurance vie, je pense que c'est l'enveloppe que tu as le plus de chances de déjà détenir parce que généralement les banques te la proposent assez rapidement. Alors c'est vrai que pour la transmission, c'est vraiment top avec les 152 500 euros que tu peux transmettre, mais par contre, au-delà de ça, c'est bourré de frais, surtout dans les banques traditionnelles. Donc on va surtout développer les deux enveloppes que sont le plan d'épargne en action et le compte titre ordinaire. Alors un PEA, tu ne peux en avoir qu'un seul, alors que des CTO, tu peux en avoir autant que tu veux. Le PEA, tu as un plafond à 150 000 euros, 225 000 si c'est un PEA PME, mais encore une fois, on va pas développer, ça ferait une vidéo complète. Tandis que pour le CTO, tu n'as aucun plafond de versement. La grosse différence se fera aussi sur les supports que tu peux acheter au sein du PEA et du CTO. Au niveau du PEA, tu pourras acheter simplement des actions européennes, donc là où le siège social est situé en Europe, alors que pour les actions, tu peux acheter des actions dans le monde entier sur le CTO. Par contre, le PEA ne t'empêche pas d'investir à travers le monde grâce à des ETF synthétiques. On va en parler un petit peu plus tard. Le CTO te permet également d'investir sur des ETF, mais également des ETP, donc ça va être des matières premières, des matières précieuses comme l'or, mais aussi des obligations.
Le CTO a donc le gros avantage d'avoir une liberté quasi totale. Mais du coup, pourquoi ne pas simplement ouvrir un CTO? Eh bien parce que la fiscalité n'est pas la même pour les deux enveloppes. Déjà, au sein même du PEA, il n'y a pas de fiscalité, alors que dans un CTO, oui. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'il y a un avantage fiscal après 5 ans pour le PEA. T'en as peut-être entendu parler avec l'assurance vie qu'il fallait prendre date assez tôt pour avancer sur les 8 ans avant d'avoir l'avantage fiscal. Pour le PEA, c'est 5 ans. Après ces 5 années, tu auras 18,6% de fiscalité. Ça veut dire que tu n'auras pas d'impôt, mais simplement les prélèvements sociaux. Tandis que pour le CTO, tu seras toujours assujetti à la flat tax, c'est-à-dire 31,4%. Bien évidemment, pour ce qui est de la fiscalité, je vais un petit peu vite parce que c'est plus compliqué que ça. Et si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo comparative exactement sur ces 4 enveloppes. Alors c'est vrai, j'ai parlé d'actions et d'ETF, mais si vous êtes un peu perdu, vous en faites pas, on va reprendre les bases. Une action, c'est une part de propriété d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens donc actionnaire d'une et une seule entreprise. Tu auras donc accès à des AG, au droit de vote et aussi le droit aux dividendes. Un ETF ou Exchange Traded Fund, c'est un panier d'actions complètement diversifié directement. Donc en un seul clic, au lieu d'acheter une seule action, tu peux acheter une centaine, voire un millier d'actions. Les ETF peuvent donc être géographiques ou sectorisés, par exemple dans le domaine de la santé, de la technologie, mais aussi thématiques. Par exemple, tu veux investir simplement sur des ETF au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a donc plein de types d'ETF selon les thématiques que tu recherches, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en un seul clic, ça te permet de diversifier ton investissement. Alors maintenant que tu sais ce que c'est un ETF, comment est-ce qu'on lit son nom? Parce que tu vas voir, c'est quand même assez long. Alors je vais prendre l'exemple d'un ETF pour décortiquer son nom et tout expliquer. On va parler du BNP Paribas, Easy, S&P 500, UCITS, ETF, Euro, ACC. Et je l'ai dit en une seule prise, ça régale. Alors tout d'abord, BNP Paribas, ça va être tout simplement la société émettrice de cet ETF. Il y en a plein d'autres et tu tomberas donc souvent sur une société qui te parle. Ensuite, le Easy, j'aurais pu limite le rattacher à BNP Paribas parce que c'est tout simplement le nom commercial de leur gamme d'ETF. Le plus important dans le nom, ça va être le SP500. Ça va tout simplement être l'indice suivi par l'ETF. L'ETF va donc répliquer la performance du SP500 qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines. Pour ce qui est de UCITS, ça va tout simplement être une réglementation européenne. Ça indique une certaine transparence, une certaine diversité et aussi une certaine liquidité de l'ETF. Bon, ensuite le ETF, maintenant, tu connais. Euro, je pense que ça te parle, c'est tout simplement la devise. Tu peux choisir la devise dans laquelle tu investis, généralement l'euro ou le dollar. Et finalement, un des points les plus importants de l'ETF, le ACC. ACC ou DIST, c'est ce que tu vas retrouver qui va te dire si ton ETF, il est capitalisant ou distribuant. C'est un point essentiel sur lequel on va revenir, mais si tu le connais déjà, tu sais que mon préféré, c'est le capitalisant. À toutes ces informations dans le nom d'un ETF peuvent s'ajouter certaines notions, comme le fait d'être hedge, c'est-à-dire adossé à une monnaie. C'est une protection au niveau du change, et parfois tu peux également avoir la notion de physical ou synthétical, ce qui veut dire que soit ton ETF est synthétique, soit il est physique. Si tu veux investir sur des marchés en dehors de l'Europe au sein d'un PEA, l'ETF sera donc forcément synthétique. Pour l'expliquer rapidement, c'est tout simplement qu'on passe par une banque tierce qui permet de répliquer l'indice boursier sans au final vraiment avoir les actions. Maintenant que tu sais ce que c'est un ETF, que tu sais lire son nom, comment bien le choisir? Parce qu'au final, si tu cherches un SP500, tu vas en avoir une liste à plus savoir quoi faire. Personnellement, quand je cherche à investir sur un ETF, je regarde 5 critères principaux. Tout d'abord, le premier critère, ça va dépendre de l'enveloppe à travers laquelle tu veux investir. Si tu souhaites investir via un PEA, le premier critère, c'est que ton ETF soit éligible au PEA. Ça peut paraître bête, mais tous les ETF ne sont pas disponibles sur PEA. Le deuxième critère dans un choix d'ETF, ça va tout simplement être les frais. Parce que évidemment, quand tu achètes un ETF, celui-ci est régulé et donc modifié régulièrement et c'est fait par une société qui doit bien se rémunérer. Généralement, si tu veux trouver un bon ETF, vise des frais inférieurs à 0,2%. Le troisième critère, ça va être les encours, c'est-à-dire le volume de l'ETF. Généralement, il faut chercher un ETF assez gros pour qu'il ait de la liquidité. Plus ton ETF aura un encours élevé, plus il sera liquide, donc plus il sera facile d'acheter et de vendre au sein de cet ETF. Ce troisième critère est donc intimement lié au quatrième, qui est tout simplement le spread. Le spread, pour vulgariser rapidement, ça va être la différence qu'il y a entre l'offre et la demande. Par exemple, pour une part d'ETF qui est listée à 100 €, si tu l'achètes 100 € et que tu peux la revendre simplement 98, tu auras donc un spread de 2%, ce qui est énorme, et du coup, tu auras une perte brute de 2%. Généralement, il faut chercher un spread inférieur à 0,05% et 0,1%.
Le cinquième critère est primordial puisque ça va être la différence entre les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Avec les ETF capitalisants, tous les intérêts et les dividendes que tu reçois, ils sont directement réinvestis au sein de ce même ETF. Les ETF distribuants, eux, vont te reverser les dividendes et donc tu pourras en faire ce que tu veux. Donc au final, oui, tu peux réinvestir ce qui t'a été reversé directement ou les garder pour toi. Mais du coup, pourquoi je trouve que les capitalisants sont plus intéressants? Eh ben, c'est tout simple, c'est parce que c'est automatique et du coup, tu ne peux pas oublier ou perdre du temps en ne réinvestissant pas tes intérêts. Au-delà de la simplicité et de l'optimisation pour les intérêts composés, il y a une autre raison, ça va tout simplement être la fiscalité. Tout à l'heure, j'ai fait une petite remarque en disant que au sein même du PEA, la fiscalité n'existait pas, alors que pour le CTO, il y avait en son sein une fiscalité. Donc si tu investis sur des actions ou des ETF qui te distribuent des dividendes au sein de ton CTO, ces dividendes seront directement taxés à la flat tax. Donc au lieu de recevoir 100 € de dividendes, tu seras directement taxé à hauteur de la flat tax, 31,4%, et du coup, tu toucheras un petit peu moins de 70 €. Donc même si tu souhaites tout réinvestir, tu auras déjà perdu une bonne partie de tes gains. En plus de ces 5 critères principaux, il y a d'autres petits critères que tu peux regarder, comme l'historique du fonds. Généralement, je préfère investir sur des fonds qui ont au moins 2 ou 3 ans d'ancienneté. Tu peux aussi regarder la devise, si tu veux investir en euros, en dollars, si tu veux prendre la sécurité d'être hedgé ou non à une monnaie, et également tu peux faire le choix de physique ou synthétique. Mais du coup, c'est quoi les erreurs à éviter en commençant l'investissement en bourse? Tout d'abord, ça va être de choisir la mauvaise enveloppe d'investissement, mais je pense qu'on a fait le tour avec le comparatif de tout à l'heure, et dans la majorité des cas, tu sais que le PEA, c'est quand même plus optimisé que le reste. Une autre erreur à éviter, c'est d'acheter un petit peu au hasard ou de ne pas se diversifier. Sauf que tout à l'heure, je t'ai expliqué la différence entre des actions et des ETF. Je pense que tu as donc compris que le risque, il était majoré quand tu investissais sur une seule entreprise, et par contre, il diminuait lorsque tu étais diversifié dans une zone géographique ou un secteur donné. Il nous reste donc 2 erreurs bien courantes, celle de vouloir timer le marché, donc de vouloir acheter et vendre au meilleur moment, et la deuxième, c'est de vendre dans le rouge, donc de panic sell. Mais ne vous en faites pas, pour ces deux types d'erreurs, je vais vous donner la solution. Pour corriger la première erreur, il y a une chose toute simple à faire. Ça va tout simplement être de mettre en place un DCA. Il faut bien comprendre une chose, quand on investit en bourse, on investit pour le long terme. Le but ici, ça va pas être d'acheter un jour, revendre le lendemain et recommencer. Ça, c'est du trading et honnêtement, je te le déconseille. Investir au long terme, ça veut aussi dire que ton argent ne sera pas disponible à tout moment. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je t'ai parlé de budget et d'épargne. Le livret A, lui, répond à la demande de liquidité et de disponibilité. Mais par contre, il bat à peine l'inflation. Parce que oui, chaque année, le niveau de vie augmente et tout coûte un petit peu plus cher qu'hier. L'avantage du livret A, c'est que ça te permet de combattre ça. Mais par contre, tu n'y gagnes pas d'argent au final. Investir, ça comporte forcément des risques, mais du coup, ça te permet d'aller chercher des rendements beaucoup plus importants. L'avantage d'investir en bourse, c'est que c'est sur du long terme et du coup, plus les années passent, moins tu as de risques de perdre de l'argent. Alors c'est clair que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais par contre, on l'a vu, au fur et à mesure des années, il y a quand même peu de risques que la bourse soit toujours baissière. Malheureusement, c'est comme tout investissement, rien n'est jamais garanti. La durée et donc le temps que tu passes investi dans le marché a un autre avantage. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai parlé des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est tout simplement le fait que les intérêts que tu reçois vont eux-mêmes engendrer des intérêts petit à petit au fur et à mesure des années, et donc ça va avoir l'effet boule de neige. Si on prend l'exemple classique de 100 € investis à 10% annuel, la première année, tu vas toucher 10 €, donc tu auras 110 €. L'année suivante, tu ne toucheras pas simplement 10 €, mais 11 €, puisque tu auras 10 € de plus, ce qui fera donc 121 €. Alors tu peux te dire que 1 € de plus, c'est pas grand chose, mais au fur et à mesure des années, ce pouvoir est exponentiel. Pour illustrer les intérêts composés, il y a le fameux exemple de est-ce que tu préfères 1 centime qui se multiplie tous les jours pendant un mois ou toucher 1 million d'euros là maintenant? Je te laisse un petit peu réfléchir et si tu fais comme la majorité des gens, tu préfères 1 million d'euros tout de suite parce que 1 centime qui se multiplie tous les jours, si tu essayes de faire le calcul, ça fait 1 centime, 2 centimes, 4 centimes, 8 centimes. Bon, je vais pas faire tout le mois, tu as compris l'exemple, ça peut sembler très lent et pourtant, dans les derniers jours, ça va être exponentiel et au final, tu te retrouveras avec plus de 10 millions d'euros au bout d'un mois. Ça peut sembler magique, mais au final, c'est simplement le pouvoir des intérêts composés. Du coup, si tu investis pour le long terme et que tu suis ton plan d'investissement,
d'investissement, tu ne risques pas de vendre quand c'est dans le rouge. Et pour le problème de vouloir timer le marché et d'investir au meilleur moment et revendre au meilleur moment, il y a une solution, ça va tout simplement être le DCA. Le fait de jamais s'intéresser à la gueule qu'a le marché quand tu investis. Tu te dis que tous les mois, tu vas investir 100 €, quoi qu'il en soit. Que ça soit élevé ou bas, tu investis. Ce qui fait que du coup, tu lisses ton entrée dans le marché et au final, tu ne subis pas trop les fluctuations fortes. Bon, maintenant que tu connais toutes les notions, je pense que tu es prêt pour la présentation d'un plan d'investissement complet. Si on reprend tout de zéro, la première étape, c'est de se créer une épargne de sécurité et un budget. Une fois que ton budget est prêt, tu sais exactement combien tu peux te permettre d'investir chaque mois. Tu vas donc pouvoir mettre en place ton DCA, c'est-à-dire ton investissement régulier chaque mois. Deuxièmement, ça va être de choisir l'enveloppe à travers laquelle tu souhaites investir en bourse. Généralement, si tu n'as rien fait, le mieux, ça reste donc le PEA. Et si tu ne sais pas où ouvrir ton PEA, le mieux, c'est de l'ouvrir chez XTB. Ce sont les seuls courtiers et brokers où il y a 0% de frais. C'est-à-dire que tant que tu achètes ou vends pour moins de 100 000 € chaque mois, tu ne seras facturé de rien hormis les frais de tes ETF. Clairement, c'est la meilleure offre du marché aujourd'hui en France. Tu n'as rien d'autre d'aussi optimisé. En plus de ça, tu peux commencer à investir à partir de 10 € seulement, là où certaines plateformes te limitent à partir de 100, 200, voire 500 €. Et évidemment, si tu veux profiter de tous ces avantages, n'oublie pas de t'inscrire avec le code UBIPD, ça fait plaisir. Troisièmement, ça va être de choisir les supports à travers lesquels tu vas investir au sein de ton enveloppe, entre les actions ou les ETF. Si tu as bien suivi la leçon, je pense que tu vas choisir les ETF. La quatrième étape, ça va être de bien choisir tes ETF. Je pense que je t'ai donné toutes les caractéristiques pour bien les sélectionner et comment bien lire leur nom, donc tu n'auras pas de soucis pour ça. Et du coup, si tu hésites encore, ne t'en fais pas, je vais te donner l'exemple concret de 3 types de portefeuilles sur lesquels tu peux te baser. J'ai choisi 3 types de portefeuilles très simples et très basiques, un avec une seule ligne, un avec 2 et un avec 3. Le premier portefeuille avec une seule ligne, ça va être avec un ETF ACWI, le All Countries World Index, c'est-à-dire que ça investit sur plus de 45 pays, plus de 3000 entreprises à travers le monde, que ce soit sur des pays qui soient considérés comme développés ou émergents. Le deuxième portefeuille, on va partir sur 2 ETF avec l'ETF MSCI World, donc plus de 23 pays développés pour 1500 entreprises. Et pour le deuxième ETF, on va donc couvrir les pays émergents avec l'Emerging Market. Pour ce qui est des pays émergents, tu vas donc aller chercher des pays comme l'Arabie Saoudite, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, etc. Et pour le troisième type de portefeuille, on va prendre 3 ETF. Ça sera donc le SP500 qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, le Stock 600 qui représentera l'Europe et finalement, encore une fois, les pays émergents. Alors tu l'auras sûrement compris, ces 3 portefeuilles te permettent de suivre l'intégralité du monde de 3 manières différentes. L'avantage d'avoir un portefeuille avec moins de lignes et donc moins d'ETF, c'est de te simplifier la vie mais également de réduire les frais. Par contre, avoir plus de lignes et donc plus d'ETF sans que ça devienne ridicule, ça va tout simplement être de mieux gérer la répartition de tes ETF. Parce que oui, dans les ETF comme le ACWI ou le MSCI World, les USA ont une place très importante et pourtant tu ne peux rien y faire. Par exemple, dans le World et donc 23 pays, 70% ça va être les États-Unis, 20% ça va être l'Europe. Du coup, il te restera simplement 10% pour le reste des pays développés. En faisant le choix de séparer les États-Unis, l'Europe et le reste du monde, tu peux donc toi choisir comment tu veux répartir ton portefeuille. Généralement, sur un portefeuille avec du SP500, du Stock 600 et des pays émergents, on parle de répartition à peu près de 50, 30 et 20%. Mais bien évidemment, il n'y a pas de vérité générale et c'est à toi de choisir ce que tu veux. Et du coup, maintenant, la dernière étape, c'est de voir au niveau des projections ce que ton investissement peut te rapporter. Je vais donc t'afficher avec 100 ou 200 € par mois d'investi, ce que ça pourrait représenter à 8 et 10% annuel. Le 10% annuel peut paraître énorme, mais ça fait des dizaines d'années que le SP500 a cette performance annualisée en moyenne. En regardant tous ces chiffres, tu peux réaliser à quel point il est simple de devenir millionnaire en investissant de la bonne manière, mais il ne faut pas oublier que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Maintenant que tu as un plan d'investissement concret, je vais te montrer comme il est simple d'investir en bourse. Tu as l'intégralité de la théorie, alors on va passer à la pratique et tu vas voir que investir chaque mois, ça va te prendre moins de 30 secondes. Bien évidemment, j'utilise aussi personnellement XTB pour investir puisque c'est la meilleure plateforme avec la meilleure offre. Par contre, même
même si ça ne change absolument rien à l'achat d'un ETF, je ne pourrais pas investir via un PEA, mais je le ferai via un CTO parce que mon PEA est plein depuis bien longtemps déjà. Et oui, pour l'occasion, je prends un CTO complètement vide parce que même si je suis très transparent, je préfère garder certaines choses personnelles. Une fois que tu auras fait ton versement au sein de ton PEA ou de ton CTO, l'argent devrait être disponible. Il te suffira alors d'aller chercher le support sur lequel tu veux investir, que ce soit action ou ETF. Une fois que tu auras trouvé l'ETF qui répond à tes critères, il te suffira de le sélectionner et de choisir le nombre de parts que tu souhaites acheter. Il y a différentes manières de passer un ordre et donc d'acheter des parts d'un ETF, mais personnellement, vu que je fais un DCA mensuel, chaque mois j'achète au marché. Et c'est comme ça qu'en seulement quelques clics, tu viens de faire ton premier achat sur les marchés boursiers. Au final, tu vois que c'est pas si dur. Le principal, c'est de bien sélectionner l'enveloppe à travers laquelle tu souhaites investir, ses supports et d'avoir un plan d'action que tu vas tenir. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que investir, ça va radicalement changer ton avenir, mais pour autant, ça ne te rendra pas riche du jour au lendemain. Pour pouvoir investir en bourse, il faut déjà avoir des revenus qui te permettent de mettre de l'argent de côté et aussi des revenus qui te permettent d'investir une fois que tu auras créé ton budget. Malgré tout, si tu fais certains choix, que tu travailles bien, que tu budgétises comme il faut et que tu fais certains sacrifices, toutes les cases seront remplies pour changer ton demain. Parce que oui, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la retraite et de son incertitude, alors je n'ai pas envie de m'asseoir sur une chaise bancale et je préfère me créer ma retraite aujourd'hui pour être sûr d'avoir mon argent plus tard. Bon, je pense qu'on aura fait le tour complet pour ce guide de débutant en investissement boursier en 2026. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Pense à t'abonner, il y a d'autres vidéos qui viendront et tu peux aussi me laisser un petit like, ça fait toujours super plaisir.